Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire. Alors, premier webinaire de 2023. Vous allez voir, je vais vous détailler la liste après des sujets qu'on a trouvés. Meilleurs vœux à tous. Pour certains, on ne s'est pas encore eu. Pour d'autres aussi, oui, sûrement. Et donc voilà. Alors, oui, tu sais, c'est bien. Et en plus, j'ai pris un peu de temps pour me mettre en route, donc ça va. Alors, donc ce webinaire, on va reprendre un peu le même format que d'habitude. Je commence par des trucs, des rappels. J'ai actualisé un peu les images par rapport à ce qu'on faisait avant. Pour vous rappeler, le site, vous pouvez retrouver tous nos événements. Alors, présentiel, distanciel, donc c'est-à-dire quand on fait des webinaires typiquement, quand on fait des formations inter-entreprises, quand on est sur des salons. On est sur Global Industrie qui a lieu, je crois, au mois de mars, un truc comme ça. Oui, mars, Club Utilisateur. Et voilà, c'est tout un peu la partie notre actualité. Ça peut concerner tout. Donc aussi bien ce qu'on fait en Molflow, en sim de manière beaucoup plus générale, en usinage aussi. Et après, ben, tout ce qu'on fait à côté chez Applicit. On en parle tantôt au Club Utilisateur, sur la partie modélisation d'usine, enfin, famille de pièces, etc., etc. Donc vraiment toute l'activité implicite. Le blog qu'on essaie d'alimenter régulièrement avec des articles sur différentes choses en fonction de ce qu'on a pu voir avec des discussions autodesk, basiquement, des cas supports, des trucs où on s'est dit tiens, ça vaut le coup de faire un article. Qui permettent, enfin, ça permet d'aller un peu plus en détail sur une fonction en particulier. Donc pareil dans blog, et vous pouvez filtrer pour dire voilà, je veux voir que la partie simulation, fusion, etc., etc. Et donc les webinaires 2023. Alors on a une liste un peu large, dans la mesure où on recommence par les nouveautés 2023 parce que on l'a fait alors en fin d'année dernière. Je sais que les fins d'année c'est toujours un peu compliqué. Là on a encore un peu plus nous aussi de recul sur ce qui est bien, voilà, sur cette version. Et après, alors, on a eu des idées, comme je vous dis à chaque fois, et puis je pense qu'on en parle au utilisateur. N'hésitez pas à nous solliciter pour des webinaires si vous dites tiens, ça j'aimerais bien savoir comment ça marche et tout. Voilà. Donc le prochain, ça sera l'impact du modèle numérique sur le calcul de pression. C'est un vaste sujet. Suivant l'intérêt des profils de vitesse, j'ai fait une petite bêtise, j'ai une coquille, je pense avoir relu. Et non, celui-là, je vais vous trouver ça vite fait. En mars, parce que la date est bonne, mais bien entendu, j'ai pas copié-collé le bon titre. Avril. C'est un gros sujet aussi. Hop, toc, toc. Désolé, ça se fait pas en direct, mais voilà. Donc, voilà. Donc, l'impact et les possibilités d'impact du solver de déformation. Donc, tout ce qu'on peut faire en termes de calcul de déformation, sans totalement utiliser le truc, mais c'est par exemple, depuis quelques années, on a des possibilités de faire du calcul petite, grande déformation, flambage en 3D. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Comment? Enfin, comment le mettre en route? Comment le paramétrer? Toute cette partie-là. Donc, c'est des choses qu'on voit en formation. On va essayer de condenser un peu ça, alors sans rentrer justement dans tous les détails, mais voilà, pour expliquer un peu ce qu'on peut faire et puis voilà ce que ça apporte. Au mois de mai, à l'extrusion, c'est quelque chose enfin, j'en avais entendu parler il y a quelques années. Il y a des choses qui sont faisables. Donc après, bah, je sais qu'on a des clients qui font de temps en temps ça. Donc voilà, on va en parler. Moi, suivant gestionnaire de calcul, donc tout ce qui est gestion du simulation compute manager, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut modifier, comment le modifier, comment le monitorer un peu mieux, enfin toute cette partie-là.
J'ai rappelé aussi Club Chatter 28-29 juin. On a eu des très bons retours sur le format 2 jours. Alors, un jour et demi, pour être plus simple. Donc, on a décidé de refaire le même principe. L'agenda, il devrait être validé d'ici un petit mois. Je pense qu'on aura tout. Vraiment tout, les titres, les personnes et tout. Et je crois qu'il y a un mailing qui doit partir d'ici 15 jours, 3 semaines. Décidément une autre coquille. L'analyse d'orientation des fibres de verre dans Molfo en septembre. Et du coup, je vais chercher tout de suite l'autre. C'est où? C'est où? Là. Octobre. Et pourtant, je vais vérifier ça. Toc. Alors, on va faire. Hop. Hop. Les rotations. Les rotations. Hop, on va y arriver. Voilà, l'impact sur les rotations. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut corriger, voilà tout ça. Si je me trompe pas, on fera une petite partie aussi sur Fusion. Donc en gros, tout ce qu'on peut post-traiter dans Fusion en termes de rotation. Donc le fameux couplage, Molfo, Fusion. Fibre de verre, c'est une explication un peu générale sur ce qu'on peut en tirer. Parce qu'il y a le résultat de fibre, il y a aussi toute la partie mécanique qui peut être intéressante. En novembre, nouveauté 2024. Et comme à chaque fois, on finit avec un sujet un petit peu, on va dire exotique. Là, cette année, on a décidé de faire l'injection de poudre. Donc matière chargée, alors poudre métallique ou des céramiques dans Molflow. Pour vous montrer un peu voilà, ce qu'on peut faire. Ça concerne clairement pas tout le monde, mais c'est des choses qui se font. Et puis, donc voilà. Au niveau agenda, comme donc on est sur les nouveautés 2023, je vais vous parler un petit peu des recommandations d'installation, de l'amélioration interface, solver. Je ferai une toute petite partie sur Scandium, qui donc est la version bêta et qui peut finalement maintenant s'intégrer totalement dans la version classique. Donc elle a été mise à jour en même temps que la 2023 et elle intègre 2-3 trucs qui peuvent être intéressants. Au niveau, alors je rappelle aussi le format webinaire. Si vous avez des questions, il faut obligatoirement passer par le chat. Comme ça, je vous réponds. Alors je lirai la question et je vous réponds en direct. Ouais, ça je vais mettre comme ça. Et puis c'est parti. Donc du coup, l'installation sur 2023, vous pouvez faire vos licences. Alors il faut évidemment obligatoirement faire des nouvelles licences. Qui permettent d'utiliser la 2023. Ça peut se faire, alors soit nous, on peut vous aider. Vous envoie une demande en disant voilà, je voudrais installer la 2023, comment je fais? On va tout vous expliquer, on parlera de la licence. Si vous connaissez, vous êtes habitué au portail Autodesk, vous pouvez le faire dessus aussi. 2023, détail de la licence et générer un fichier licence réseau. Ça vous demandera le nom de la machine serveur de licence et l'adresse MAC de la carte réseau principale ou autrement dit par Autodesk le host ID. Et ça vous permettra du coup de générer cette licence. Et puis après, il n'y a plus qu'à la mettre en place. Pour la mise en place, bien faire attention, il faut obligatoirement avoir le LM Tools en version 11.18. C'est assez courant maintenant, c'est dès qu'il y a une version, ils font migrer aussi le LM Tools. Donc 11-18. Et alors surtout, alors après je vais pas rentrer trop dans le technique, mais il y a un composant dans config service qui est à mettre à jour. C'est vraiment celui-là qui compte. Et la dernière version de LM Tools, elle est disponible sur le web, indépendamment de Molflow. C'est-à-dire que si c'est une machine à part, vous pouvez, au lieu de tout installer Molflow, vous pouvez juste récupérer ça et ça s'installe. Les exés Molflow, ils se situent dans le même portail Autodesk, donc manage.autodesk.com. Une petite particularité cette année,
vous avez un package complet. Alors, ça apparaît, on le voit un peu ici, alors c'est pas évident à faire attention, mais si je... Un petit pointeur, non pas pointeur, on va faire stylet. Si vous faites attention, en fait, quand je télécharge Insight, donc standard, premium, ultimate, peu importe, il me marque forcément Linux ici. Parce que j'ai la partie solver, et ici j'ai que Windows. Donc ça, je dirais, voilà, on peut toujours séparer la partie solver de la partie interface. Par contre, si vous téléchargez en Windows le Insight standard ou le Synergy, vous verrez en fait que c'est exactement le même package parce que cette année, ils ont décidé de tout mettre dans un seul package d'installation. Donc en gros, quand vous téléchargez Synergy ou Insight standard, vous téléchargez exactement le même produit, enfin exactement le même package d'installation et vous installez tout. Donc vous pouvez plus forcément séparer l'installation interface et solver. Donc sur le principe, c'est pas gênant pour un utilisateur qui fait tout sur sa machine. Un utilisateur qui aura une machine de calcul indépendante, alors souvent quand même de toute façon on recommande d'installer l'interface sur cette machine, même si au final ça ne sera pas utilisé, juste pour essayer de contrôler, voilà, quand il y a un souci, on peut vérifier si ça marche ou non. Mais voilà, donc du coup en fait il y a un seul groupe, un seul exe d'installation qui fait tout. Synergy, Insight, Communicator, et alors un truc qui est en train de changer tout doucement, mais pour certains d'entre vous c'est déjà le cas, il y a l'aspect utilisateur nommé, où en gros le mode de licence, le mode d'utilisation est en train de changer, donc on passe d'un mode licence à un mode utilisateur nommé, un peu comme ce que vous avez dans Fusion. Et comme en fait dans ce mode-là, vous avez beaucoup plus de fonctionnalités, ils intègrent dans le package d'installation Material Exchange et LUS-PFA. Donc les outils en fait qui permettent de faire du couplage, Molflow, calcul mécanique. Donc c'est intégré, c'est disponible, voilà, tout se fait en même temps. Au niveau interface, ensuite, le Job Manager change aussi. Ils sont passés à un SCM2, alors qu'il s'installe en complément du SM de la 2021, donc le SM1. Le but, ça a été de corriger pas mal de problèmes de transfert, transfert de données, alors principalement sur du cloud. On a rarement eu ça, nous, en local. C'est cloud, oui, mais local très peu. Et après, ouais, tout ce qui était mise à jour de sécurité, correction de bugs de calcul. Donc, ils ont amélioré ça. La compensation du retrait, donc il y a un outil qui permet d'analyser la pièce déformée en considérant qu'on enlève une valeur de retrait. En 2021, il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'est dès qu'on était sur du multi-empreinte. Alors c'est ce que j'ai à l'écran. Bien entendu, il ne va pas démarrer l'animation. Hop, voilà. Pourtant, je l'avais bien paramétré pour démarrer. Voilà, quand on regarde la compensation ici, on voyait que, alors si je m'en pose, j'applique une compensation et en fait, il applique des choses différentes pour 4 empreintes. Un peu bizarre parce que globalement, lui, il a analysé par rapport à un centre moule et pas un centre pièce. En 2023, c'est corrigé. Donc si je fais la même démarche, donc j'applique une compensation de retrait à 0,5%, on voit qu'il y a la même chose pour les 4 pièces. Parce que justement, lui, il considère la compensation dans ce cas-là par empreinte et non plus par pièce. Et effectivement, alors ce qu'il fait là, c'est justement ce qu'il fallait faire en 2021, c'est-à-dire, hop, je n'affiche qu'une pièce, et dans ce cas-là, ça marchait correctement. Donc c'était un peu particulier à faire, mais voilà, en sachant l'astuce, on y arrivait. Là, c'est direct. Le maillage a été revu, alors aussi bien sur Insight que sur Advisor, en sachant que les cœurs, voilà, le noyau d'utilisation, enfin les process, tout ça sont identiques, sauf que sur Advisor, vous n'avez pas la main. Et tout a été revu pour que justement le mailleur soit plus rapide et plus performant pour résoudre des problèmes liés à la CAO. J'en parle souvent en formation, mais j'ai que désolé de faire le vieux, mais voilà, ça fait quelques années que j'utilise. Globalement,
La correction de maillage, ça doit plus représenter, en théorie, ça doit plus représenter beaucoup de temps. Et l'outil, en fait, le mailleur, vraiment s'adapte au fur et à mesure pour essayer d'être pertinent dans l'analyse de la pièce, pertinent dans l'analyse des défauts, et en fait, voir comment il peut les corriger tout seul. Et sur le principe, l'utilisateur doit plus avoir à corriger le maillage. Il peut contrôler, il peut toujours faire du surfacique, puis du volumique. En théorie, tout doit se passer le plus simplement possible. Ouais, alors ça c'est une fonction spéciale advisor. On avait un curseur qui permettait de gérer le nombre d'éléments, la taille des éléments. En 2021, on avait quelque chose qui était irréaliste quasiment en niveau 3. Donc on avait vraiment une finesse de maillage qui était alors, super bien, mais du coup le calcul on passait de 2 heures à 12 heures. Ils ont revu un peu leur copie pour que ce soit pas aussi drastique. Un petit truc qui est sympa, c'est quand vous travaillez avec des profils, on peut maintenant les importer. Alors avant, on pouvait les exporter, vous créez une courbe et vous dites hop, je sauvais la courbe en format texte. Maintenant, en fait, vous pouvez les importer. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une courbe de réglage qui vient de l'atelier sous format Excel, vous copiez-collez les valeurs, vous enregistrez ça en format CSV dans un bloc-notes et vous le rentrez dans Molflow. Et du coup, en fait, vous êtes capable comme ça de récupérer des profils de vitesse plus facilement parce que vous n'avez pas recopier-coller, voilà. Enfin, regarder d'un côté et dire voilà, je vais mettre ça, puis je vais mettre ça, puis je vais mettre ça. Vous le faites avec Excel et ça va plus vite. Ça marche pas que pour les parties injection, ça marche pour toute courbe. C'est-à-dire que par exemple, même pour des profils de température de surface, vous souhaitez simuler un process de heat and cool sans commencer à partir de la modélisation thermique. Vous pouvez très bien dire, hop, je vais faire un profil où je vais faire ça, 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 donc différentes valeurs, et ça marche aussi. Donc en fait, dès que vous avez un profil, vous pouvez importer finalement une courbe. Comme toute mise à jour, alors aussi bien qu'avec Service Pack ou mise à jour complète, les formats SAO sont mis à jour. Donc ça, c'est toutes les dernières versions qui peuvent être importées. Donc voilà, si vous travaillez sur les dernières versions de SAO, ben, ça peut être utile de mettre à jour en 2023 pour essayer justement de réimporter directement du natif. Mise à jour des bases matières, comme chaque année aussi. Comme à chaque fois, oui, on essaie de. Enfin, la base matière, elle augmente au fur et à mesure. Ils essaient de rajouter d'autres matières. Crims, j'en reparlerai en plus un peu à la fin, parce qu'il y a des choses qui arrivent avec du 3D, justement sur ça. Donc voilà, donc il y a les évolutions courantes. Voilà. Je fais une toute petite parenthèse sans le renseigner ici. N'oubliez pas qu'il y a un outil de data fitting qui existe sur le net. Molflow Data Fitting qui permet de créer ces fiches matières. C'est à partir du moment où vous recevez des courbes, vous les avez en interne, ça peut être intéressant de créer sa fiche matière. En sachant que dans ce cas-là, si vous utilisez Data Fitting, c'est indépendant du logiciel. Donc c'est vos bases matières à vous uniquement. Ça n'apparaîtra pas dans ces chiffres-là. Au niveau du solver, il y a eu des améliorations qui ont été apportées au niveau du dernier modèle de fibre, le MRD, pour analyser un peu mieux les effets de cœur. Donc, on a vu un ou deux cas support de clients fournisseurs de matière justement sur ça, et en fait, ça s'était résolu indirectement assez rapidement parce qu'on avait mis la question au support et il nous avait dit, en fait, on l'a testé avec la version à venir, voilà ce que ça fait, et puis effectivement, ça va mieux. Donc voilà, pour essayer d'être plus précis sur l'orientation de fibre à cœur. On a la même chose sur les fibres longues, donc essayer de calculer mieux l'orientation des fibres longues à travers l'épaisseur. En warp, en déformation, le calcul des contraintes résiduelles, donc les contraintes post-éjection, ont été aussi améliorées. Dès qu'on a un ratio, un module de poisson supérieur à 0,5, voilà, l'idée, c'est d'être un peu plus précis sur les valeurs de déformation.
Alors, on l'a mis en nouveauté solver, indirectement, c'est pas tout à fait solver, c'est plus une nouveauté générale. Sur tout ce qui est forme de grille, alors on a déjà eu une question, on avait déjà une question au sujet il y a la dernière fois. Euh, Sur tout ce qui est forme de grille, c'est toujours quelque chose qui est assez complexe à mettre en œuvre, parce que sur le principe, vous devez modéliser les trous, il faut savoir trouver la bonne taille, forcément ça va mettre un modèle très lourd, et bah, s'il dit lourd, dit temps de calcul. En fait, ils ont intégré une nouveauté qui est en quelque sorte une sorte de virtualisation des trous. Et on peut en fait, en considérant une surface pleine, dire bah, cette surface finalement, c'est pas une vraie surface, c'est des trous. Euh, euh, J'aurais dû mettre une image, je l'ai pas mise. En fait, on va définir la taille des trous, l'espace entre les trous, et lui va en fait calculer ça d'un point de vue écoulement en disant ok, finalement je suis pas sur une zone pleine, je suis sur une zone où j'ai des aspérités, j'ai des choses qui font que je suis pas euh, voilà, je suis pas sur une surface plate. Euh, Ça marche aussi. Alors oui, si je l'ai appris. Donc voilà, en fait, on arrive à mieux corréler comme ça. Alors, les formes d'écoulement et tout ce qui est résultat de pression, enfin vraiment d'avoir des choses plus propres. Honnêtement, on a fait l'essai, c'est pas mal parce que vraiment, pour le coup, l'histoire du temps de calcul, c'est assez bluffant. Les résultats sont, enfin, ce qui est là, c'est, je sais plus si ça, je crois que ça, pas que ça soit un de nos modèles. Moi, je sais que j'avais fait un modèle exprès pour ça et ça marchait bien. Ça marchait très bien. Et on peut en fait définir des roues, des grilles différentes. Donc voilà, on a en fait si c'est un trou non débouchant, voilà. On avait une question si c'est des trous en quinconce. Et bon, c'est toujours pas corrigé. Donc les trous en fait non alignés ou décalés. C'est toujours pas possible. Et donc on peut définir en fait des formes un peu tout. Et donc trou débouchant ou non débouchant. C'est ce que je cherche à voir tout à l'heure. Donc par exemple quand on fait les grilles de haut-parleurs, ça peut valoir le coup. Donc, on a un petit comparatif ici pour expliquer la différence qu'on pourra avoir. Et on retrouve bien en fait la forme du front avec le modèle gris, donc où on a un temps de calcul qui est quand même assez long, et le modèle 2023 avec une pièce plane où on a en fait virtualisé la grille. Les rotations aussi, ça a été amélioré. Oui, l'alimentation, on peut retirer voilà, quand on affiche, donc on n'est pas obligé d'avoir l'alimentation présente. Il y a les calculs vraiment sur les zones épaisses. Donc les rotations dans les zones épaisses, c'est un peu mieux pris en compte déjà en 2021 par rapport à 2021. Donc on a des choses qui ont été améliorées à ce niveau-là. Le but étant toujours que, bah, une fois qu'on a ça, on peut peut-être en tirer quelque chose et l'exporter et puis voir ce que ça peut faire. Alors soit travailler dans Molf uniquement et puis essayer de corriger, soit dire ok, ben, qu'est-ce que ça fera en rendu et en fait ce résultat, alors pas le résultat estimate mais le résultat shaded, on l'envoie dans Fusion et puis ben, après on applique une texture puis on voit un peu ce que ça donne. Hum, oui, les points chauds, ouais, ça c'est un truc, c'est des spots des fois, enfin pour beaucoup vous avez déjà dû voir ça. Des résultats un peu bizarres en thermique où on avait un point chaud, un point froid près des seuils généralement. Et on ne savait pas trop dire pourquoi. Ils ont en fait corrigé ça pour que voilà, le solver soit moins sensible à ça. Donc du coup on a moins cet effet-là. On retrouve toujours par exemple ici voilà, un petit truc dans cette zone, mais qui a tendance à être beaucoup moins. Alors si je remets en mode pointeur, parce que je pense que je le fais et vous ne voyez pas. On retrouve toujours des petits trucs ici, mais c'est beaucoup moins flagrant. Donc ça pénalise moins finalement les résultats qui ressortent parce que derrière on voit pas un truc en disant ah là j'ai un truc super froid alors que voilà. Une nouveauté qui avait été demandée en mid-plane sur la partie compression, c'est de pouvoir en fait avoir un résultat qui analyse l'épaisseur au fur et à mesure du temps, donc quand on compresse, euh, et de pouvoir en fait faire une compression plus importante que l'épaisseur. Donc ce qu'on a fait là.
Pour l'instant, ça concerne que le mid-plane. Il faudrait que je pose la question de savoir s'il prévoit ça aussi en 3D. Un point qui est honnêtement très spécifique. Ça, je ne vais pas vous mentir. On comprend un peu comment ça marche, nous. De là à l'utiliser pleinement, non, on n'est pas encore là. Globalement, en fait, alors, pour ceux qui viennent au club utilisateur, Franco en parle régulièrement. Vous avez un logiciel qui est livré avec un solver de base, d'écoulement, de température, enfin tout ce qui est calcul. Voilà, vous avez une livrée standard. Et pour X raisons, vous pouvez vous dire, tiens, finalement, moi, le modèle de viscosité qui est utilisé, au lieu d'utiliser un cross WLF, je voudrais utiliser un Herschel Buckley ou un autre, enfin peu importe, un modèle spécifique. Et comment vous pouvez faire? En fait, par défaut, vous ne pouvez pas. Avec le solver API, vous pouvez renseigner ce modèle en disant, mon modèle, il ressemble à ça, il fait ça, je sais les coefficients, c'est ce truc-là. Et en fait, vous pouvez travailler sur un modèle de viscosité standard. Alors, comme vous pouvez voir ici, ça concerne la viscosité, ça concerne le PVT, modèle de sulfication, core shift, fibre, orientation de fibre et contrôle du temps. Solidification, par exemple. Alors, je vous ai mis en fait un lien ici, c'est disponible dans l'aide. Ce solver API, il permet par exemple de prendre en compte la cristallisation en se basant sur un modèle de Nakamura. Il y a un truc tout fait dans cette section qui indique, voilà, j'ai un modèle de cristallisation qui correspond à ça, avec ces valeurs-là. Après, le truc, c'est de récupérer des valeurs qui correspondent à la matière, mais ça me permet de faire ça. Et donc, en 2023, ce qui est apporté, c'est qu'on peut avoir des coefficients de transfert de chaleur spécifiques, un modèle spécifique. Et alors, un truc qui est pas mal, ah non, pardon, c'est pas ça, je pensais à autre chose, c'est qu'on peut ajouter des sources de chaleur aussi. Donc en fait, on peut dire, bah voilà, je vais travailler avec un modèle spécifique où je chauffe ma matière, je chauffe ma pièce, voilà, je fais des modèles de sources de chaleur différents. Si vous avez des besoins d'aide sur ça, n'hésitez pas. Alors, déjà en premier potasser un peu l'aide. Vous verrez, enfin, moi je sais que je le fais souvent pour ce truc-là et c'est pas mal fait. Et puis après, ben, n'hésitez pas à nous contacter pour cette partie-là. Et donc, alors ça c'était pour les nouveautés 2023. Alors, est-ce qu'il y a des questions déjà sur ces parties-là? Alors, je sais on en a déjà parlé un peu, donc je peux imaginer qu'il n'y a pas forcément beaucoup de questions. Euh, Je suis en train de trifouiller pour essayer d'avoir mon écran comme je veux avec les personnes présentes et tout. Ouais. Ok. Alors, Scandium. Qu'est-ce que c'est Scandium? Un peu comme la version Solver API, vous avez la partie Molflow normale, qui est livrée, qui est validée, qui est testée. Voilà. À côté de ça, en fait, vous avez une version Scandium qui est un peu une version bêta. Alors, bêta public, c'est pas une version bêta testée uniquement enfin réservée à un public limité, c'est ouvert. Donc concrètement, tout le monde peut l'installer. Cette version, en fait, elle se met en plus de la version actuelle, donc c'est-à-dire qu'elle se rajoute dans la version actuelle. C'est-à-dire que vous, par exemple, vous pouvez avoir une 2023 normale qui intègre des options Scandium. Par défaut, toutes ces options sont décochées, mais vous pouvez les choisir. Par défaut aussi, le solver intègre déjà les nouveautés Scandium. Donc en fait, le solver que vous installez en 2023 intègre les calculs Scandium déjà. Ce que vous allez en fait faire quand vous allez installer Scandium, c'est finalement changer 3-4 fichiers système, une dizaine, pardon. 3-4, j'ai raccourci, c'est une dizaine. Molflow, et en fait, vous allez rajouter finalement dans l'interface les options Scandium. Et en fait, dans ces options, c'est toutes les nouveautés prévues en calcul. Alors, il y a des choses
J'ai perdu mon... Voilà, je l'ai là. Il y a des choses qui existaient déjà avant, l'analyse d'assemblage pour la partie déformation. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez considérer la pièce déformée et la pièce déformée montée. C'est-à-dire qu'elle va être assemblée et vous allez regarder la déformation une fois que la pièce est conformée sur un outil. Les Tiger Stripes, l'anisode, la viscoélasticité, ça c'est des trucs qu'on a déjà testé aussi, c'est pas mal. La concentration de fibres, c'est pas mal aussi, ça marche bien. Le stamp, on en parle un peu après. Et l'amélioration de la précision des contraintes résiduelles via le calcul des retraits. Donc en fait, un calcul de retrait un peu différent, qui donne des résultats pas mal sur le POM par exemple. Et donc en fait, en nouveauté Scandium, on a la conductivité des fibres. Donc conductivité thermique anisotrope. Pour faire simple, alors je pense que je vais en parler après. Il y a un truc sur ça. Comment on installe Scandium? Le plus simple, demandez-nous. Je dirais, alors, s'il n'y a aucune obligation, c'est une version accessible. Si vous le souhaitez, si vous voulez voir un peu, ça permet de faire des choses. Je vous dis, nous, on l'a déjà testé sur 2-3 trucs. Ouais, ça donne des résultats intéressants quand même. Franchement, sur la concentration, moi, je sais que ça fait quelques années que c'est en Scandium. J'ai eu des bons retours quand même. Enfin, ça marche bien. Donc pourquoi, alors tout à l'heure quand je parlais des crims, pourquoi ça peut être intéressant en 3D? Parce que justement, on va en fait avoir la possibilité d'utiliser les données crims sur du 3D. Donc en fait, on va recalculer, enfin le logiciel, pas moi, les coefficients de dilatation, donc les CTU qui sont dans la partie mécanique, en se basant en fait sur les données retrait. Donc en fait, on va, au lieu d'avoir des CTE fixes, pour l'instant, donc dans la l'onglet mécanique, pour rappel, ces CTE en fait seront évolutifs en fonction des conditions process, température, alors pression un peu, mais surtout température. Et ça, c'est pas mal. Pareil, c'est pas mal. Voilà. Et en fait, du coup, on va en fait mettre à jour un peu les propriétés mécaniques en utilisant les données de retrait. Donc ça, c'est ce qui avait été présenté de toute façon par Franco, Globuchater, avec voilà le stamp, ce que ça peut apporter. Et alors ça, c'est pareil, moi j'y crois pas mal parce que je trouve que c'est intéressant. C'est de la possibilité de prendre en compte l'impact de l'orientation des fibres de verre sur la conductivité thermique. Alors, dit comme ça, c'est un peu, un peu bizarre, mais c'est pas mal parce que justement, en fait, vous allez prendre en compte le fait que l'orientation de fibre va conditionner les échanges de chaleur. Et quand on commence à parler avec des fibres en fait type carbone, des choses comme ça, bah, ça a du sens parce que justement, vous n'allez pas échanger de la même manière en fonction de l'orientation des fibres. Donc, si vous échangez pas de la même manière, vous allez refroidir différemment, et si vous refroidissez différemment, vous aurez une déformation différente. Donc, il y a des choses à ce niveau-là qui sont pas mal. Parce que du coup, voilà, on a un modèle qui est en train d'arriver tout doucement. Clairement, comme j'ai dit, c'est pas, voilà, c'est une version bêta. On voit en fait, alors la courbe bleue ici, que on a en fait quelque chose qui est pas encore tout à fait au niveau de la courbe réelle, mais déjà on est enfin un petit peu différent par rapport à la courbe ISO. Donc on a ça. Et après, alors c'est tout du calibrage à faire euh, en fonction de l'orientation. Juste avant de finir sur ça, cette version Scandium, en fait, il y a un point qui, je dirais, peut être intéressant. Si vous la testez, n'hésitez pas à donner aussi votre retour à Autodesk. Il y a un forum en fait dessus. Vous testez une fonction, voilà, vous dites voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Faites-leur un retour. C'est toujours intéressant pour les développeurs de savoir, ok, cette fonction est utilisée, elle est utilisée et ça donne des satisfactions, ou elle est utilisée et ça marche pas. C'est toujours intéressant parce que plus c'est utilisé et plus il y a des bons retours, plus il y a des chances que ça arrive en version complète. Donc voilà. Et du coup, voilà, la version 2023, elle apporte quand même des choses intéressantes sur l'utilisation de manière générale. Moi, je trouve aussi, enfin, un point, on l'a pas écrit, en termes de fluidité.
il y a beaucoup, enfin, ouais, elle est dans le ressenti, elle est plus rapide. Elle est réactive. Enfin, on va cliquer un truc, on va pas attendre 3 heures que ça sauvegarde et que ça fasse un truc ici. C'est beaucoup plus réactif. C'est l'impression que j'ai eue. En termes de stabilité, on a, je réfléchis, mais j'ai pas souvenir d'avoir des gros cas support où le truc il plantait à tout va. Pour l'instant, d'ailleurs, de toute façon, elle est sortie en octobre. On n'a pas encore eu de patch, d'update ou des trucs comme ça. C'est plutôt un signe que la version est stable parce que généralement, quand elle est pas top, il y a vite des trucs qui sortent pour dire attention, j'ai corrigé ça, j'ai corrigé ça. Pour l'instant, on n'a pas de, il n'y a plus de patch. On n'a même pas d'écho de patch. Donc c'est que voilà, elle tourne plutôt pas mal et elle permet de faire des choses bien. Et j'arrive au bout de mon webinaire. Alors est-ce qu'il y a des questions, des demandes particulières, des trucs? N'hésitez pas, je rappelle, les questions, je suis un peu désolé, mais ça se fait obligatoirement par le chat. Donc n'hésitez pas. Ouais, par contre, je suis content parce qu'il y a des gens que ça fait bien longtemps que j'ai pas vu dans les webinaires. Euh, je profite du coup aussi, parce que je suis en train de lister, enfin de voir les gens qui sont connectés. Euh, je redis, je l'ai dit au départ, n'hésitez pas s'il y a des webinaires qui vous intéressent, vous dites tiens, là, est-ce que ça, vous pourriez le traiter dans un webinaire? D'une part, peut-être qu'on l'a déjà fait et que vous n'aviez pas eu l'information. D'autre part, nous, on est toujours ouvert à des webinaires sur un sujet spécifique. Euh, Dites-vous que vos questions, vous n'êtes peut-être pas les seuls à vous les poser. De temps en temps, on fait des webinaires sur le core shift, par exemple. On fait aussi sur, il y a 1 an ou 2 ans, on avait fait sur les thermodurs parce que c'est disponible. Alors ça ne concerne clairement pas tout le monde, mais bon, voilà, à l'occasion, vous pouvez dire tiens, comment ça marche, quoi. La présentation sera partagée. La présentation sera partagée. Alors, je vais répondre mon truc. Oui. En fait, c'est la vidéo. Là, elle était enregistrée et on enverra le lien à tous les participants, peut-être. Peut-on, alors j'ai une question, peut-on installer en local Molflow 2023 et avoir une licence sur un serveur commun sans problème? En fait, l'installation, euh, alors, je vais répondre sur un truc où je vais commencer à déborder un peu par rapport à ce que je dois faire, mais à partir du moment où vous restez pour l'instant sur le même modèle de licence, à savoir licence réseau, clairement, oui. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que en fait, c'est le package d'installation qui sera complet. Donc, c'est-à-dire que sur un PC local, le PC utilisateur, vous installez, enfin, vous téléchargez le package complet, vous installez tout. Pareil sur le serveur de calcul. Le seul truc, c'est que sur le PC utilisateur, vous utiliserez que l'interface. Sur le PC de calcul, vous utiliserez que le solver. Tout sera installé, mais on peut même pas en fait dire qu'on installe tout, ok, mais qu'on désinstalle après. C'est un package complet qui est installé. Après, de toute façon, sur le principe, ce que ça va générer, c'est qu'au lieu de prendre 1 giga de place, ça vous prend 2. Et encore 2, vraiment, je grossis le trait. Et ça, on peut pas. Autodesk a dit, on fait un package complet. Ils ont pas tort parce que on a déjà eu des soucis justement sur les installations parce qu'il faut installer un puis l'autre. Le nombre de clients qui me disent, je comprends pas. J'ai installé à nouveau la nouvelle version et quand j'en sais calcul, il me dit qu'il trouve pas les solvers. Oui, parce que les solvers n'ont pas été installés. La 2023, en fait, elle résout ça parce que c'est tout d'un bloc.
Les solveurs API. Alors, j'ai une question sur les solveurs API. Développer un peu sur les solveurs API. C'est un piège et j'aime pas ça. Euh, les solveurs API, globalement, en fait, c'est des personnalisations de calcul. Au lieu de travailler avec un... Typiquement, on a eu une question il y a l'année dernière, d'une utilisatrice qui est connectée en plus, pour avoir en fait une loi PVT, au lieu d'avoir 2 domaines, on en avait 3. Pour X raisons, en fait, dans la courbe PVT, on a 3 pentes différentes. Donc, enfin, on a 3 domaines différents. Donc, on a une première pente, une chute de pente, une deuxième pente, une autre chute et une dernière pente. Donc, on se retrouve avec 3 domaines. Et la question, elle était, c'est comment on peut faire pour prendre ça en compte. La loi, le modèle utilisé, c'est un PVT 2 domaines, donc lui, il est obligé d'en avoir 2. On ne peut pas lui dire, là, tu fais avec ça. Et la réponse qu'on a eu de toute façon et qu'on a confirmé, enfin qui a été confirmé par Autodesk, c'est passer sur un solver API pour développer un modèle PVT 3 domaines. On dit de là à là t'es autant, de là à là t'es autant et de là à là t'es à ça. Ça, l'idée c'est ça. C'est pour dire, je peux en fait créer des lois spécifiques de calcul euh, pour prendre en compte des choses spécifiques par rapport à mon besoin. On a des clients qui ont fait des développements pour prendre en compte l'impact des fibres sur la viscosité. Donc vraiment, alors d'une part la concentration, mais aussi surtout le nombre de fibres, l'orientation et tout, et l'impact que ça peut avoir sur la viscosité. Et après, j'avais eu des demandes sur... non, dès qu'on est sur des matières un peu spécifiques, viscosité, je l'ai pas mal utilisé. Et après, je vous disais, moi, je sais que j'ai testé un truc sur la partie cristallisation qui modifie le modèle de solidification du coup. Et on peut prendre en compte la cristallisation dans ce truc-là. Et je redis, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller dans l'aide. C'est bien fait, il y a des modèles enfin, il y a des exemples dedans. Alors, je suis où, je suis où, je suis où, je suis où, je suis où? Toc, toc, je vais voir. Automation, Solver API. Et on a plein d'exemples. Et honnêtement, ils sont bien faits et c'est pas mal. Franchement, si on veut comprendre un peu, creuser le sujet, c'est vraiment pas mal parce que on peut aller beaucoup plus loin. Alors sur des trucs tout bêtes, je sais plus, je crois que sur le débit, il y a des choses on peut faire spécifiques. Puis des choses, je vous dis, un peu plus poussées, un peu plus touchy, quoi. Donc voilà, PVT linéaire. En fait, au lieu d'utiliser un 2 têtes, on utilise un PVT linéaire. Et moi, je sais que je me souviens de la cristallisation, c'était celui-là. Et tout est, en fait, ce qui est bien, c'est que il y a tout un fichier déjà créé qui explique ça. Donc, qui modifie finalement, enfin, c'est une pré-modification, un jeu de données déjà préparé. Et toute l'explication du comment on met en place ça, qu'est-ce qu'on peut faire, comment, enfin, tout ça, tout est mis dedans. Je suis pas un tueur en programmation. J'ai réussi à faire 2, 3 trucs avec. Donc c'est pas mal parce que justement en fait l'idée de base du truc là c'était de d'ouvrir le logiciel à tout. C'est-à-dire que vraiment plus que ça soit boîte noire où on a nos modèles et vous êtes d'accord ou vous n'utilisez pas. Ah, bon, donc déjà avant on avait nos modèles puis on explique un peu comment ça marchait. Bon, un peu pas mal. Là on a nos modèles, on vous explique comment ça marche, puis si vous voulez en mettre un autre, allez-y, c'est ouvert. Donc c'est vraiment une boîte à outils, en sachant que c'est un truc qui peut s'activer ou se désactiver. Vous voyez ici, c'est Solver API, donc en fait, vous pouvez très bien ne pas l'utiliser systématiquement. Vous pouvez dire ça, les calculs, ils fonctionnent en mode normal. Les autres, c'est là, ouais, je veux qu'ils soient pour tout le monde, quoi. Enfin, donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
A priori, non. S'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à vous souhaiter à tous une bonne journée. Alors, j'anticipe un peu en vous souhaitant aussi un bon week-end. Et puis pour beaucoup, ben, on se voit bientôt. Bonne journée à tous, à bientôt. Au revoir.